Bienvenue dans un nouveau numéro de Phase S. Phase S, la web émission dédiée à la science-fiction présente. C'est en 1966 que débarque à nouveau sur le petit écran un drôle d'insecte justicier, The Green Hornet alias le frelon vert. Ce ne fut pas une mince affaire et le succès ne sera pas au rendez-vous. Dans cette émission, nous revenons sur une série qui a propulsé une star montante des arts martiaux qui deviendra une légende, Bruce Lee. Tout débute dans les années 1930 où George W. Trendle et Frank Stryker créent leur personnage du cavalier solitaire, The Lone Rangers en version originale, pour mettre leur héros en vedette en feuilleton radiophonique. Celui-ci devient l'un des plus grands succès radiophoniques et ne s'arrêtera qu'en 1954. Le héros se nomme John Reed et poursuit une bande de bandits avec ses acolytes Rangers. Ils tombent dans un piège et sont tous tués. Laissé pour mort, John Reed est heureusement récupéré par son ami indien Tonto qui le sauvera de la mort. Tonto enterre les autres Rangers et John Reed lui demande alors de créer une tombe supplémentaire, sa propre tombe pour que l'on le croie mort. John Reed n'étant plus, il devient alors un justicier masqué accompagné de son ami Tonto, The Lone Rangers. Pourquoi est-il si important de parler du Lone Rangers pour le frelon vert ? La réponse en est toute simple. D'abord parce que George W. Trendle, co-créateur de The Lone Rangers, est également le créateur de la série du Lone Rangers en 1949, et qu'ensuite, Trendle et Stryker sont également les créateurs du héros, le frelon vert. Ainsi, Trendle sera à l'initiative de la création de la série de 1966. En effet, le frelon vert est d'abord comme le cavalier solitaire adapté en feuilleton radiophonique de 1936 à 1938 pour la radio WXYZ Détroit, la radio Mutual de 1938 à 1939 et Blue ABC Radio de 1939 à 1950 et 1952. Et comme ce sont les créateurs du Lone Rangers, les créateurs du frelon vert nomment le héros Britt Reed, qui n'est autre qu'un descendant du Lone Rangers. En effet, le père de Britt Reed était le neveu du cavalier solitaire. Le frelon vert, qui marche pas mal à la radio, se voit également adapté en comics. Et dès 1940, une première adaptation en série de films est faite par Universal Pictures. Ce sont Ford Beebe et Ray Taylor qui chapeautent le projet. Les films sont produits par Henry McRae et c'est Frank Stryker qui écrit et adapte les scénarios d'après le feuilleton radiophonique. Il est aidé pour cela de George H. Plimpton et Basil Dickey. Ce dernier réalisera beaucoup d'adaptations de héros de comics en films tels que Captain America, Flash Gordon, Zorro, etc. dans les années 30 et 40. Pour l'adaptation du frelon vert sur grand écran. Ce sont ainsi 13 épisodes de 99 minutes qui sont produits, et ils mettent en vedette Gordon Jones dans le rôle de Britt Reed et Case Luke, très connu des séries TV, dans le rôle de Kaito. Pour la petite anecdote, Case Luke est un acteur chinois et prenait un accent japonais pour le rôle de Kaito. De même, lors de sa diffusion dans les années 1940, du fait du contexte de la Deuxième Guerre mondiale et des Américains contre les Japonais suite à l'attaque de Pearl Harbor en 1941, et de l'hostilité des Américains envers les Japonais, les origines de Kaito furent changées et il était devenu coréen. Plus tard, néanmoins, lors de sa rediffusion, Kaito retrouvera son origine japonaise. Le Green Hornet de 1940 est sorti aux USA en DVD en 2011, comptant les 13 épisodes du serial. Alors que le co-créateur du personnage, George W. Trendle, fait des pieds et des mains pour susciter l'intérêt de porter à nouveau à l'écran le personnage du frelon vert entre 1951 et 1958, il n'y arrive malheureusement pas. C'est alors 8 ans plus tard, qu'en janvier 1966, un certain William Dozier produit sur le petit écran une série sur Batman avec en vedette l'acteur Adam West. La série est un succès et ABC a le désir de porter à l'écran d'autres héros de comic book. Dozier a alors l'idée de prendre le frelon vert et de l'adapter à son tour en série TV. Un premier épisode pilote test est tourné pour montrer au network à quoi ressemblerait la série, pour que celui-ci approuve la mise en chantier d'une série complète. Si Bruce Lee est déjà Kaito, c'est l'acteur Michael Lipton qui n'a pas eu une grande carrière qui incarne Britt Reed. Celui-ci a joué dans Hercule à New York par exemple, Network, Main basse sur la TV ou encore la série Somerset. L'acteur est mort en 2012 à l'âge de 86 ans. Le pilote est validé et la série approuvée. Mais Michael Lipton n'est pas retenu pour le rôle et on tourne alors un second pilote, non diffusé lui aussi, avec cette fois-ci Jay Murray dans le rôle de Britt Reed. Il n'aura pas une grande carrière lui non plus, les épisodes tests sont visibles sur YouTube. Mais il ne convient pas non plus, car il ressemble trop à Adam West dans ses attitudes et dans sa voix. Il n'est donc pas retenu.
Pas plus que les acteurs qui ont tourné ce pilote avec lui, Cindy Dixon et Richard O'Brien. Un seul reste et est là depuis le début, Bruce Lee dans le rôle de Kaito. Nous y reviendrons plus tard. C'est alors que le choix se porte sur Van Williams, qui déjà à l'époque pense à décrocher de sa carrière d'acteur. Celui-ci a déjà joué dans quelques films et des séries télévisées comme Bourbon Street Beat ou encore The Tycoon. Il signe avec la 20th Century Fox pour incarner le personnage masqué. Kaito est donc interprété par Bruce Lee. L'acteur n'a pas encore tourné dans des productions américaines et est un parfait inconnu aux USA. Mais en 1964, Bruce Lee fait une démonstration de kung-fu pendant un tournoi international de karaté de Long Beach. Il est alors filmé par un certain Ed Parker pendant sa prestation. C'est alors que William Dozier, grâce à Jay Sebring, tombe sur ce film et voit Bruce Lee en action. C'est lui qu'il choisit pour le rôle de Kaito. Bruce Lee, qui dira qu'il a été pris pour le rôle car il fut le seul acteur asiatique à prononcer correctement le nom de Britt Reed lors des auditions, le refuse au départ car il ne veut pas être un simple servant asiatique au service d'un riche américain, comme c'est trop souvent le cas à l'époque sur les écrans. Assurant qu'il aura un vrai statut de héros égal à Britt Reed, il accepte alors le rôle, mais pose une condition. Kaito fera des arts martiaux pour se battre et non de la bagarre avec ses poings comme les Américains. Dozier donne son accord à Bruce Lee sans encore savoir que pour ce dernier, cela va être un tournant décisif pour sa carrière. Les acteurs de complément sont alors vite recrutés. C'est Wendy Wagner qui joue la jolie Lenore Casey-Case, la secrétaire de Britt Reed à son journal Le Daily Sentinel. L'actrice aura une carrière minuscule, se mariera 2 fois et aura 2 enfants. Elle est morte en 1997 à l'âge de 55 ans. Nous trouvons également Leroy Googs dans le rôle de Mike Ashford. L'acteur a eu une petite carrière sympa au cinéma en jouant dans des films comme Sunset Boulevard, Funny Girl, Tremblement de terre ou encore The Front. L'acteur était marié à Karen Morley et avait un enfant. Il est mort en 1984 à l'âge de 76 ans. Enfin, c'est Walter Brooke qui incarne le procureur Frank Scanlon. L'acteur a eu une bonne carrière au cinéma. On a pu le voir dans Le Lauréat, Les Naufragés de l'espace, Tora 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 ou bien Black Sunday. L'acteur était marié à Yvonne Brooks et avait 2 enfants. Il est mort en août 1986 à l'âge de 71 ans. Et c'est William Dozier lui-même qui fera la voix du narrateur de la série. La production de la série commence et c'est sous la houlette de Jerry Thomas qui a produit pas mal de choses comme Science Fiction Theatre, Rintintin ou encore Tallahassee 7000 et celle de Richard M. Bluell, surtout connu en tant que scénariste sur des séries comme Sergent Anderson ou Baretta et qui a produit quelques-unes de celles-ci comme au hasard Temple Houston, que la série va se dérouler. Pour les réalisateurs, une dizaine passeront sur la série. Dans ceux-ci, les 3 principaux seront Helen Rainer, qui a travaillé sur la 4ème dimension, Les Incorruptibles, Manix, Canon ou encore Arabesque. Nous aurons William Bodin, connu pour The Adventures of Will Bill Hickok, Corky and White Shadow, Rintintin ou bien Lassie. Et enfin, Seymour Robbie, dont nous avons parlé dans notre émission sur Remington Steele. Pour les scénarios de la série, le co-créateur du Frelon Vert, George W. Trendle, sera aidé par une quinzaine de scénaristes, dont les 3 principaux sont Ken Petus, qui a officié sur les Mystères de l'Ouest, La Grande Vallée, Mike Hammer version 1960 et Le Grand Chaparral au hasard. Il y a également William L. Stewart, qui lui a travaillé sur Des Jours et des Vies, Bonanza, Au Pays des Géants par exemple. Et enfin, nous avons à nouveau Jerry Thomas, qui en plus de produire la série, écrivait aussi des scripts. La série démarre, et pour la voiture du Frelon Vert, la Black Beauty, on fait évidemment appel à celui qui a créé la Batmobile d'Adam West, à savoir Dean Jeffries. Celui-ci utilisera une Chrysler Imperial Crown, modèle sédan, qu'il customisera pour en faire la superbe Black Beauty pour un tarif de 13 000 $. 2 exemplaires de la Black Beauty seront faites pour la série. Jeffries fera un restyling avec des panneaux en acier, une calandre personnalisée qu'il peindra ensuite avec de la laque noire. Les roues seront elles aussi personnalisées. Pour la petite histoire, après l'arrêt de la série, les 2 voitures ont été utilisées pour faire une tournée promotionnelle de la série, puis ont été ensuite vendues. L'un à un employé des studios et l'autre modèle à un collectionneur privé. Elles sont aujourd'hui au Peterson Automotive Museum à Los Angeles pour l'un des modèles, l'autre étant dans une collection privée en Caroline du Sud. A noter un détail amusant, à aucun moment dans la série, Britt Reed ne conduit la Black Beauty. Le seul et unique conducteur est Kaito. De même, la série était en avance sur son temps pour les gadgets. En effet, le scanner et le drone aérien télécommandé sont désormais des technologies intégrées dans notre quotidien. Andrew Palak, qui était chargé des costumes sur la série de Batman, le sera également sur la série du Frelon Vert.
Pour le générique visuel très particulier, c'est Helby Abbott qui le créera. Il était le directeur du département des effets spéciaux de la 20th Century Fox depuis 1957. Il a travaillé sur des séries comme L'âge de cristal ou encore Au cœur du temps, Perdu dans l'espace, Voyage au fond des mers, La planète des singes et des tas d'autres. Pour le générique musical, on reprend le générique original des feuilletons radiophoniques créés par Nikolai Rimsky-Korsakov, ce Bumblebee. Il était si fortement identifié au personnage qu'on décide donc de prendre un thème similaire dans un style jazz d'après le morceau de Korsakov. Celui-ci sera arrangé par Bill May, qui a travaillé sur pas mal de séries et de films et qui composera également toutes les musiques de la série. C'est Lionel Newman qui a travaillé sur des séries telles que Trapper John M.D., L'homme qui tombe à pic, Espion modèle, Ottoman, Manimal et beaucoup d'autres qui conduira le thème. Et enfin, c'est All Earth qui interprétera le solo de trompette. Leonard E. Angel qui a travaillé sur la série de la planète des singes, MASH, Voyage au fond des mers, Peyton Place de 1960 et une tonne d'autres séries, supervisera toutes les musiques du Frelon vert. Le générique est disponible en vinyle ou en téléchargement via All Earth et les musiques de la série sont sorties en CD. L'épisode pilote de la série est donc diffusé le 9 septembre 1966 et alors que la série de Batman est dans le ton comique, Van Williams, contre toute attente, joue son rôle de manière brute et directe et surtout avec conviction. Il le joue donc de manière sérieuse, contrairement à Adam West. L'acteur, devenu ami avec Bruce Lee au fil du tournage des épisodes, demandera même à ce dernier de lui enseigner des coups et quelques enchaînements d'arts martiaux pour ne pas trop paraître ridicule aux côtés de son ami Bruce. Van Williams est également ami avec une autre vedette du petit écran, un certain Bob Conrad, Jim West lui-même. L'acteur incarne donc le directeur du journal Britt Reed, qui est à ses heures perdues un justicier nommé le Frelon vert, en compagnie de son serviteur Kaito, pour lutter contre le crime et venger la mort de son père, sous la bénédiction du procureur Scanlon, le seul à connaître sa double identité, tout comme accessoirement sa secrétaire Lenore Kazekase. Du côté de Bruce Lee, tout n'est pas rose. Celui-ci veut coordonner lui-même ses cascades, mais cela ne fonctionne pas à l'écran. Le comédien ne sait pas encore bien s'y prendre et doit donc s'en remettre au chorégraphe de la série. Par exemple, ses mouvements étaient si rapides qu'il devait faire plusieurs prises pour qu'ils soient enregistrés au ralenti. De même, il sera obligé de faire quelques compromis, comme en faisant parfois dans le show des high kicks, qui, dans un combat réel, ne seraient pas très efficaces. Enfin, Van Williams devra se battre avec acharnement avec la production pour que celle-ci augmente le temps de présence à l'écran de Bruce Lee. Car Williams avait compris depuis le début que les capacités de son ami seraient bénéfiques pour la série. Malgré tout ceci et des crossovers avec Batman sur 3 épisodes, le show ne décolle pas et le 17 mars 1967, après une saison de 26 épisodes de 30 minutes, ABC stoppe la série. La série est tout de même diffusée un peu partout dans le monde. En Allemagne, en Chine, en Grèce, au Canada, en Russie, bref, dans près d'une vingtaine de pays. Elle débarque chez nous le 16 janvier 1986 sur Canal+, l'année suivante, elle est rediffusée sur M6, puis en 1995 sur la 5e, et plus récemment, en 2019, sur Toonami. C'est Pierre Athé, puis François Dunoyer qui double Van Williams. Bruce Lee est doublé d'abord par Bernard Murat, puis par Frédéric Pieretti. Wendy Wagner est elle doublée par Claude Chantal, puis par Béatrice Delphes. Leroy Googs est doublé par Jean-Claude Michel, puis par Claude Dicot. Il est à noter que Franz Stryker, l'autre créateur du Frelon vert, à qui Trendle a racheté tous les droits, n'a jamais touché aucun revenu concernant justement les droits sur le personnage, ni même sa famille à l'heure actuelle. Comme toutes les séries TV, le Frelon vert a eu son lot de vedettes, nous vous en présentons quelques-unes, à vous de découvrir les autres. Le Frelon vert s'est terminé sans vraiment marquer le paysage audiovisuel et la carrière de Bruce Lee stagne rapidement. Malgré tout, des vedettes deviennent ses élèves dans ses cours d'arts martiaux. Il apparaît dans un ou deux petits rôles comme dans L'Homme de Fer par exemple, ou la série Long Street. Mais alors qu'il écrit le scénario d'une série The Warrior, Bruce Lee se retrouve purement et simplement écarté de sa création au profit d'un certain David Carradine qui ne connaît pas grand-chose aux arts martiaux. La série sera diffusée en 1972 sous le titre de Kung Fu. Pour ne rien arranger les choses, en ce début des années 70, Bruce Lee se fait une grave blessure au dos lors d'un entraînement à cause d'une surcharge de poids. Il aurait pu être handicapé, mais après d'intenses efforts, il finit par se rétablir.
Il gardera tout de même des séquelles toute sa vie et notamment des douleurs à son dos pour le restant de ses jours. C'est alors qu'une chose incroyable arrive. Rappelez-vous, le frelon vert est diffusé en Chine et fait un véritable tabac. Il est même diffusé là-bas sous le titre The Kato Show. Bruce Lee devient une énorme star en Asie et le producteur Raymond Chow le contacte et arrive à le convaincre de venir tourner à Hong Kong. Bruce Lee fait alors le film Big Boss, puis La Fureur de vaincre et Opération Dragon. La suite, vous la connaissez. Pas besoin de refaire une bio de lui, Bruce Lee meurt en juillet 1973. Il n'aura pas eu le temps de terminer un film qu'il avait commencé avant Opération Dragon, Le Jeu de la Mort. Le film sera fini sans lui et remonté de manière très discutable. Grâce au frelon vert, Bruce Lee était devenu une star mondiale. Pour Van Williams, ça sera différent. L'acteur apparaît après le frelon vert dans différentes séries comme Mannix, L'Homme de Fer, Les rues de San Francisco, Madame Colombo et d'autres jusqu'en 1979. Il aura un rôle de nouveau régulier dans une seule série en 1975, Westwind, une série d'aventures pour enfants. En 1982, il décide d'abandonner sa carrière de comédien. Il faut dire que déjà à l'époque du frelon vert, il songeait à se retirer. En effet, Van Williams est un homme d'affaires et avait déjà monté plusieurs sociétés qui lui rapportaient. Il n'a jamais fait l'acteur pour la notoriété, mais plus dans le but d'entreprendre. Il a fait le frelon vert car son agent William Morris avait insisté pour qu'il le fasse, donc il l'a fait. Mais il avait peur d'être trop pris dans son rôle, comme George Reeves avec Superman. De plus, il dira qu'il était timide et que les conférences de presse et autres soirées mondaines n'étaient pas son truc. Il gérera donc son entreprise de communication à Santa Monica qui louait du temps d'antenne libre à des stations de radio. Il était également shérif adjoint de réserve depuis de longue date dans le comté de Los Angeles. Il travaillait également dans une sous-station de radio à Malibu en Californie. Pour la petite histoire, Adam West était son voisin et les deux acteurs étaient bons amis. Il refera une petite apparition en 1993 dans le film dédié à Bruce Lee, L'histoire de Bruce Lee, où il incarne le producteur du frelon vert. L'acteur sera marié 2 fois avec Drusilla Jane Greenaway, avec qui il aura 2 enfants et avec qui il restera jusqu'en 1956. Puis se remariera en 1959 avec Vicki Eleanor Flaxman, avec qui il eut 3 enfants et avec qui il restera jusqu'à ce qu'il meure en 2016. A noter, pour la petite anecdote, que Quentin Tarantino rendra un hommage au frelon vert dans son film Kill Bill, en réutilisant le générique bien connu de la série de 1966 et toute une armada d'assassins avec le masque du frelon vert qui attaque Uma Thurman dans une scène de combat au sabre. Même si des fan-films d'Antin en 2006 de 10 minutes fait par des Français est sorti et que vous pouvez le voir sur YouTube, c'est surtout le film de 2011 produit par Columbia Pictures que l'on retient malheureusement. Mettant en vedette Seth Rogen dans le rôle de Britt Reed, Jay Chou qui incarne Kaito, Cameron Diaz qui joue Leonor Case, Edward James Olmos pour jouer Mike Ashford et enfin David Harbour, le procureur Frank Scanlon, le film ne laisse pas un souvenir impérissable. Une seule raison à cela, une fois de plus le film est dirigé sur le ton comique et nous retrouvons en Britt Reed un gros nul qui ne sait rien faire de ses 10 doigts. Même si Jay Chou est pas mal en Kaito et que nous retrouvons une superbe Black Beauty, le film s'enfonce malheureusement dès les premières minutes de celui-ci. Dommage, doté d'un budget de 120 millions de dollars, le film marchera moyennement et rapportera au final que 228 millions de dollars de recettes environ. Il faut dire que ce fut un projet long et difficile à monter, puisqu'il commença en 1992 avec Universal Pictures qui achète les droits du personnage. En 1993, le scénario est terminé par Chuck Farrer et c'est alors Eddie Murphy qui jouerait Britt Reed. Mais finalement, on modifie le scénario et c'est George Clooney qui est approché pour le rôle. Mais ce dernier préfère tourner Batman et Robin. On pense alors à Greg Kinnear pour Britt Reed et à Jason Scott Lee pour Kaito. Les années passent et en 1997, Universal, toujours eux, approche Michel Gondry pour qu'il réalise le film. C'est Mark Wahlberg qui doit incarner Britt Reed désormais. Mais une fois de plus, le projet n'aboutit pas. 3 ans plus tard, en avril 2000, Universal négocie avec Jet Li pour le rôle de Kaito. En juin 2000, Christopher McQuarrie commence à écrire un nouveau script. Mais une fois de plus, cela ne se concrétise pas. Et Universal, qui a gaspillé 10 millions de dollars depuis 1992, jette l'éponge en 2001. Miramax récupère alors les droits. Et en 2004, Kevin Smith est engagé pour écrire le film. C'est alors Jake Gyllenhaal qui sera Britt Reed. Mais le projet foire à nouveau et Smith devra se contenter de sortir un comics du frelon vert en 2010. En 2007, c'est la société Original Film qui acquiert les droits du personnage.
ceux-ci ont un accord de production avec la Columbia Pictures. C'est alors Seth Rogen qui est choisi pour être Britt Reed. Non seulement Seth Rogen est l'acteur principal du film, mais également le co-scénariste avec son ami Evan Goldberg. Mais en 2008, la Columbia Pictures annonce que c'est l'excellentissime Stephen Chow, bien connu chez nous pour le film Shaolin Soccer, qui réalisera le frôle en vert et jouera le rôle de Kaito. Mais Stephen Chow se désistera de la réalisation pour des divergences artistiques. En 2009, c'est donc Michel Gondry qui est pris pour réaliser le film, mais Stephen Chow doit toujours jouer le rôle de Kaito. Nicolas Cage devait jouer le rôle du grand méchant Mr. X, mais dû au fait des exigences de l'acteur, celui-ci est finalement remplacé par Christoph Waltz. Quant à Stephen Chow, étant sur d'autres projets au moment du tournage du Frôle en vert, il est au final remplacé par Jay Chou. Pour la musique, c'est James Newton Howard qui composera la bande originale du film. Juste par curiosité, nous aurions vraiment aimé voir ce qu'aurait donné la version du Frôle en vert réalisée par Stephen Chow. On parle désormais d'un reboot depuis 2016 avec le rachat de la franchise par Paramount Pictures, qui à l'époque aurait engagé Gavin O'Connor pour produire et réaliser le film. Le projet aurait finalement été abandonné. Aux dernières nouvelles datant de fin 2020, c'est à nouveau Universal Pictures qui ferait le reboot sous le titre The Green Hornet and Kaito. Ce serait cette fois-ci le scénariste David Cobb qui serait sur le projet. David Cobb est connu pour Jurassic Park, le premier Spider-Man de Sam Raimi, le premier Mission Impossible de De Palma, ou encore La Guerre des Mondes avec Tom Cruise, ou Indiana Jones et le Royaume du Crâne de Cristal au hasard. Et bien d'autres films assez bons. Wait and see comme dirait l'autre. Aux USA, la série a été éditée dans son intégralité. Tout d'abord en 6 coffrets séparés, puis un coffret rassemblant les 6 séparés pour en faire une intégrale. En France, l'édition DVD de 2005 de Metropolitan est assez opaque. Il n'y a actuellement que 3 volumes disponibles et il n'y a que 3 épisodes à chaque fois, avec une qualité qui n'est pas optimale. Et ce n'est pas certain que l'intégralité de la série fût éditée. A noter que la version française est en mono. Un autre coffret DVD espagnol existe contenant lui aussi l'intégrale de la série, avec une version originale, une version doublée ou sous-titrée en espagnol. Bien évidemment, le DVD et le Blu-ray du film de 2011 sont également disponibles. Et comme nous l'avons dit en début d'émission, aux USA vous avez une édition DVD également pour le serial de 1940. Pour le Frôle en vert, vous trouverez bien entendu la Black Beauty éditée par Corgi. Mais pas seulement, vous trouverez des comics, des mugs, des t-shirts, etc. Et pas mal de figurines. D'autant que le film de 2011 a eu lui aussi droit à son lot de goodies. Comme d'habitude, nous ne vous mettons qu'un échantillon, à vous de vous lancer dans la collection si vous le souhaitez. Phase S, numéro 29 est à présent terminée. Nous espérons que cette série sera éditée dans de bonnes conditions chez nous en France, en DVD ou en Blu-ray. C'est grâce à elle que la légende du Petit Dragon a pris naissance. Quant à nous, nous nous retrouvons au mois d'octobre en compagnie de J.B. Fletcher pour vous parler de la série Arabesque. Prenez soin de vous et à bientôt. N'hésitez pas à partager, à diffuser et à vous abonner à notre chaîne. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé, c'est important pour nous et ça ne vous prend que quelques secondes. Cliquez sur la petite cloche en haut de notre chaîne pour être averti des prochaines émissions à venir. Pour les nouveaux qui découvrent notre chaîne, faites-vous plaisir en regardant nos émissions déjà disponibles en ligne. Retrouvez également Phase S sur les réseaux sociaux pour continuer l'expérience et pour nous soutenir.